Bonjour, notre cours portera sur les cardiopathies congénitales. Nous commencerons par une définition. Tout d'abord, c'est une anomalie anatomique du cœur et des gros vaisseaux qui survient au cours de leur formation pendant la vie intra-utérine, qui sont d'emblée présentes à la naissance et qui représentent une fréquence entre 7 et pour 1000 naissances. Les étiologies des cardiopathie congénitales sont très nombreuses, souvent imprécises dans 90% des cas, et elles sont spécifiques dans les 10% restantes. Nous retrouvons des anomalies génétiques, des maladies maternelles, des infections, des drogues et des médicaments. Les shunts sont définis comme un court-circuit congénital ou acquis entre le cœur artériel et le cœur veineux, où il se produit un mélange des sangs artériels et veineux. Une cardiopathie cyanogène est une cardiopathie où le sang désoxygéné contamine le sang bleu désoxygéné, va contaminer le sang oxygéné qui est rouge et qui va se produire cliniquement par une cyanose. Les cardiopathies non cyanogènes, comme leur nom l'indique, ce sont des cardiopathies où on ne voit pas cliniquement une cyanose, où le sang oxygéné rouge va contaminer le sang désoxygéné bleu et donc absolument pas de cyanose. Plusieurs classifications des cardiopathies congénitales sont disponibles. Nous avons choisi la plus simple. Les cardiopathies non cyanogènes, où le shunt est gauche-droite, représentées par les communications interventriculaires, les communications interauriculaires, le canal atrioventriculaire, la persistance du canal artériel. Puis il y a les cardiopathies cyanogènes, représentées essentiellement par la transposition des gros vaisseaux, l'hypoplasie du VG, la tétralogie de Fallot, l'atrésie tricuspide, l'atrésie pulmonaire, la maladie d'Epstein. Bien sûr, il y en a d'autres que nous n'avons pas détaillées. Puis il y a les cardiopathies obstructives, sur obstacle cœur gauche, représentées par la coarctation de l'aorte, la sténose aortique valvulaire et la sténose mitrale. Puis l'obstacle sur le cœur droit, qui est représenté par la sténose pulmonaire. Passons maintenant aux principales cardiopathies congénitales. Et tout d'abord, nous allons parler des shunts gauche-droite non cyanogènes. Les pressions sont plus élevées dans les cavités gauches, et donc quand il y a une communication anormale entre les deux circulations, il va se produire un shunt qui partira de la gauche vers la droite, obéissant à un régime de pression. Les conséquences des shunts gauche-droite vont être un enrichissement en oxygène du sang des cavités droites, ce qui va augmenter le débit pulmonaire, qui parfois dépassera largement le débit systémique, ce qui va se traduire par une dilatation des artères pulmonaires. Les artères pulmonaires étant dilatées vont être responsables des troubles ventilatoires, à savoir une dyspnée et des surinfections. Les enfants vont donc faire des infections respiratoires récidivantes. Sur la radiographie du thorax, nous allons observer une hypervascularisation. Les risques de ces cardiopathies à shunt gauche-droite sont évidemment une hypertension artérielle pulmonaire par augmentation du flux de l'artère pulmonaire et secondairement, il va se développer des résistances artériolaires pulmonaires qui sont appelées artériolites pulmonaires et qui vont être responsables de l'hypertension artérielle pulmonaire fixée de résistance. À côté de cela, nous avons un retentissement sur la croissance de l'enfant qui va se traduire par un retard staturopondéral modéré à sévère dû à l'hypodébie systémique et une déformation thoracique due à l'hyperdébit pulmonaire avec un bombement antérieur. Pour les communications interventriculaires qui représentent aux alentours du quart des cas, nous avons une déhiscence au niveau du septum ventriculaire qui siège le plus souvent
dans le septum membraneux. Elle peut siéger également dans le septum musculaire, dans le septum d'admission ou au niveau infundibulaire. Ce qui va se traduire par un shunt gauche-droite avec une inondation de l'artère pulmonaire qui va voir son débit pulmonaire augmenter avec le risque d'HTAP fixé si la CIV n'est pas traitée à temps. Il y a plusieurs classifications anatomiques des CIV. Nous avons choisi la plus simple. Donc, dans la majorité des cas, nous avons des CIV périmembraneuses, mais nous avons également des CIV musculaires d'admission, des CIV dites supracrystales ou infundibulaires. Parlons maintenant de la classification et de la clinique des CIV. Une classification classique va classer les CIV en grade 1, 2, 3 et 4. La CIV grade 1, dite maladie de Roger, c'est la CIV la plus bénigne, où il n'y a pas de signes fonctionnels, où il y a un souffle frémissant, mésocardiaque qui irradie en rayon de roue, avec un B2 qui est tout à fait normal au foyer pulmonaire. À la radiographie du thorax, le cœur est de volume normal. Dans les CIV grade 2, ce sont les CIV en général qui sont larges ou qui ont un retentissement clinique. L'hypotrophie est fréquente, il y a de la dyspnée, surtout quand les nourrissons s'alimentent au biberon, ils n'arrivent pas à finir leur biberon. Et nous assistons à une infection respiratoire récidivante à répétition. À l'examen, nous allons trouver un souffle systolique 3, 4, 6e avec un B2 augmenté au foyer pulmonaire et un roulement de débit à la pointe par augmentation du débit pulmonaire. À la radiographie, le cœur est légèrement augmenté avec une hypervascularisation pulmonaire. Dans cette situation, nous avons recours au cathétérisme qui parfois est indispensable pour décider d'une intervention chirurgicale et pour voir si l'HTAP n'est pas une HTAP fixée, dite HTAP d'Eisenmenger, où la situation chirurgicale est dépassée. Voici une radiographie du thorax de face montrant une légère augmentation de la forme cardiaque avec une hypervascularisation pulmonaire. Pour les CIV grade 3, ce sont les CIV les plus graves et ce sont des formes évoluées ou négligées. Arrivé à ce stade, malheureusement, nous n'avons plus d'alternative thérapeutique à part une transplantation cœur-poumon. Le souffle devient peu intense, voire absent, et puis on a un B2 claqué au foyer pulmonaire dû à l'hypertension artérielle pulmonaire fixée. À la radiographie du thorax, nous retrouvons une cardiomégalie qui est modérée, des artères proximales qui sont dilatées avec une hypovascularisation périphérique. Dans les communications grade 4, ce sont les communications où on a un poumon protégé par la sténose pulmonaire qui est associée à la communication interventriculaire. À la clinique, le souffle est intense, il est systolique, il est maximum haut situé. Le deuxième bruit est diminué au foyer pulmonaire avec une bonne tolérance fonctionnelle. Ce sont des CIV qui peuvent attendre jusqu'à ce qu'on ait un bon poids pour opérer, surtout dans les structures où la réanimation ne permet pas d'opérer avec un petit poids. À la radiographie, il n'y a pas de cardiomégalie, la vascularisation pulmonaire est normale ou bien diminuée. Concernant l'évolution des communications interventriculaires, elles vont être déterminées par la taille de la CIV, par l'existence de cette sténose pulmonaire ou pas, et par également la clinique. Et c'est souvent la clinique et la taille qui vont permettre une intervention chirurgicale dans les meilleurs délais.
Alors on l'a bien dit pour la communication interventriculaire grade 1, où il n'y a pas de retentissement fonctionnel, souvent la fermeture spontanée survient, ou bien la CIV reste inchangée. Là, on n'intervient pas du tout. Ni traitement médical, ni traitement chirurgical. Une CIV qui va rester bien tolérée. Pour la communication interventriculaire grade 2, on peut également ici assister à une fermeture spontanée, mais également on peut assister à une communication interventriculaire grade 3 où on est en situation dépassée, négligée de CIV avec Eisenmenger, avec une HTAP qui est fixée. On peut également évoluer vers une insuffisance cardiaque qu'on va traiter et on prépare l'enfant pour la chirurgie. Il y a une évolution malheureuse vers la communication interventriculaire grade 3 où la situation donc est défavorable, où le délai est imprévisible et où l'HTAP est fixé, il n'y a plus rien à faire à part la transplantation cœur-poumon qui reste très difficile dans notre contexte. Pour les CIV grade 4, elles sont bien tolérées et puis elles ont la même physiologie, elles obéissent à la même évolution de la tétralogie de Fallot que nous allons voir ultérieurement. Pour le traitement, on peut s'aider du traitement médical pour éviter les signes de surcharge ou d'insuffisance cardiaque. Nous utiliserons pour cela les digitaliques, les diurétiques, dans certaines situations, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. C'est le traitement chirurgical qui est un traitement définitif avec la fermeture, soit par un patch, soit de plus en plus utilisé actuellement le cathétérisme cardiaque. La prophylaxie contre l'endocardite infectieuse n'est pas recommandée dans les shunts gauche-droite. Ceci est une illustration d'un cerclage de l'artère pulmonaire qui est fait dans les communications interventriculaires grade 2 afin d'éviter l'hypertension artérielle pulmonaire. Ceci est une illustration d'un occluder, donc d'un device qu'on met en place pour fermer par cathétérisme cardiaque les CIV. Et puis, bien sûr, la chirurgie classique par fermeture par patch. Les communications interauriculaires maintenant, qui sont fréquentes elles aussi, elles sont définies par un défaut de développement du septum interauriculaire. Et puis, anatomiquement, on distingue deux formes différentes. L'ostium secondum, où on a donc un shunt en plein milieu de la cloison interauriculaire. Parfois, ce shunt est ossitué, on l'assimile, on dit que c'est une CIA sinus venosus. Donc, quand il est ossitué, il est en contact avec soit la veine cave supérieure, soit avec la veine cave inférieure. L'ostium primum, il siège à la partie basse de la cloison et s'accompagne souvent d'une fente de la valve mitrale ou de la tricuspide. C'est l'équivalent du canal atrioventriculaire partiel. Les classifications des CIA, nous avons l'ostium primum, l'ostium secondum, et il y a des classifications qui choisissent de mettre les sinus venosus parmi les trois types de CIA. Concernant la présentation clinique des communications interauriculaires, l'enfant se présente en âge scolaire, pas avant, sans symptômes fonctionnels, avec un souffle qui est peu intense, de sixième, sur le bord latérosternal du sternum, sur le bord gauche latérosternal. À l'écho-cœur, nous allons trouver donc une CIA qui va dilater surtout l'oreillette droite, aussi le ventricule droit, parfois aussi l'artère pulmonaire. Le cathétérisme, surtout utilisé ici à but thérapeutique, peut parfois être utilisé pour mesurer les pressions, surtout chez les adultes.
L'évolution est lente. Vers 40-50 ans, on peut observer un trouble du rythme. Donc vous imaginez que ce ne sont pas des choses qui sont observées en pédiatrie. L'HTAP également n'est pas observé chez les enfants. La CIA évolue très rarement vers l'insuffisance cardiaque et en tout cas pas en âge pédiatrique. Le traitement de la CIA est la fermeture de la communication antéro-auriculaire quand le débit pulmonaire est important. Cette fermeture, elle peut se faire soit chirurgicalement, soit par la mise en place d'un cathéter par voie percutanée. Voici le cathéter qu'on utilise pour la fermeture des CIA, et ceci est un patch péricardique utilisé pour la fermeture chirurgicale. Maintenant, nous allons parler du canal atrioventriculaire. Ce canal atrioventriculaire, nous allons le trouver très souvent chez les Down syndrome, qu'on appelle trisomie 21. Dans 50% des cas, nous allons le trouver chez les enfants porteurs de Down syndrome. Il est représenté par l'association d'une communication antéro-auriculaire basse, type ostium primum, associée à une CIV d'admission, et puis les anomalies des valves mitrales et tricuspides sont présentes, avec très souvent également la présence d'une fente mitrale. Ici, l'hypertension artérielle pulmonaire est précoce et sévère, et la cure chirurgicale doit être très précoce, surtout quand on est en présence d'un Down syndrome. Là aussi, la prophylaxie contre l'endocardite n'est plus recommandée. Ceci est un schéma qui illustre donc la communication, le canal atrioventriculaire avec une communication interoauriculaire primum et avec une CIV d'admission. Ici, nous avons les différentes classifications du canal atrioventriculaire et nous avons dans les deux premiers schémas à gauche une physiologie qui est similaire à l'association d'une CIV et d'une CIA. Donc tout à fait à gauche, nous avons un CAV qui est complet et la distinction avec le CAV intermédiaire, c'est la présence d'une seule valve auriculo-ventriculaire. Dans le CAV intermédiaire, nous avons deux valves auriculo-ventriculaires. Par contre, la CIA et la CIV sont toutes les deux présentes dans ce type. Les deux schémas qui sont à droite ont une physiologie similaire à celle de la CIA. Dans le CAV transitionnel, nous avons une CIA ostium primum. Nous avons également une petite CIV qu'on peut négliger et qu'on ne traite pas. C'est pour cela que sa physiologie est associée uniquement à la physiologie d'une CIA. Dans le CAV partiel, nous n'avons pas de CIV, nous avons seulement une CIA ostium primum. Donc je rappelle qu'une CIA ostium primum est un CAV partiel. Concernant la persistance du canal artériel, qu'on observe très fréquemment en période néonatale, c'est la persistance après la naissance d'un canal artériel qui permet, en général in utero, de permettre la circulation du sang entre l'artère pulmonaire et l'aorte. Chez le nourrisson, ceci se traduit par un souffle continu systolique, par un B2 qui est augmenté au foyer pulmonaire avec un roulement diastolique à la pointe, traduisons donc l'hyperdébit au niveau de l'artère pulmonaire. Les pouls périphériques sont augmentés, voire exagérés. Parfois, nous assistons à une insuffisance cardiaque, surtout chez le prématuré. Chez le jeune enfant, nous allons ausculter un souffle sous-claviculaire, continu et tunnellaire. Le diagnostic, il est confirmé par échographie cardiaque, bien entendu. C'est un diagnostic qui est facilement diagnostiqué. Le traitement consiste en une suture chirurgicale ou là aussi par la fermeture par cathétérisme cardiaque à l'aide d'une ombrelle. Nous pouvons aussi utiliser en période néonatale seulement l'ibuprofène ou l'indométhacine, chez le prématuré notamment,
pour éviter l'insuffisance cardiaque et l'hypertension artérielle pulmonaire. La prophylaxie contre l'endocardite n'est toujours pas recommandée. Nous arrivons maintenant au deuxième chapitre, qui sont les cardiopathies cyanogènes. Alors les cardiopathies cyanogènes, c'est tout simplement la traduction d'une hypoxémie artérielle qui peut se traduire, qui peut être conséquente d'un shunt droite-gauche, d'une hypoperfusion pulmonaire ou souvent de l'association des deux. Cliniquement, nous observons bien évidemment une cyanose, comme son nom l'indique. Secondaire à cette cyanose va se produire une polyglobulie, donc c'est une augmentation de l'hémoglobine secondaire et compensatrice à cette cyanose, et elle va être en fonction du degré de désaturation artérielle. Plus l'enfant est cyanosé, et plus cette polyglobulie est importante. Nous avons également, secondairement à l'augmentation de l'hémoglobine, une augmentation de l'hématocrite, ce qui va se traduire par une hyperviscosité sanguine, laquelle hyperviscosité sanguine va entraîner des anomalies de l'hémostase et une hypercoagulabilité, avec toutes les conséquences et les complications qui vont être engendrées. Ces complications sont représentées par les crises d'anoxie, accentuation brutale de la cyanose, avec un enfant qui brutalement fait un malaise, une perte de connaissance et une hypotonie manifeste. Nous avons aussi des accidents neurologiques qu'on doit toujours redouter, les accidents thromboemboliques, notamment cérébraux. Nous assistons aussi à des AVC et puis également des problèmes infectieux tels que l'abcès du cerveau. Je rappelle que les germes ne sont pas correctement filtrés au niveau du poumon. Le chef de file est la transposition des gros vaisseaux. Donc c'est une cardiopathie congénitale cyanogène qui est la plus fréquente en période néonatale. Elle se traduit par la naissance anormale de l'aorte à partir du ventricule droit au lieu du ventricule gauche et de l'artère pulmonaire à partir du ventricule gauche au lieu du ventricule droit. Elle se révèle dès les premiers jours de vie par une cyanose intense qui est réfractaire. L'auscultation est souvent normale et la radiographie va nous montrer un cœur ovoïde avec une hypervascularisation pulmonaire. L'écho-cœur va permettre de faire facilement le diagnostic en mettant en évidence la naissance anormale des gros vaisseaux d'une façon parallèle. Le traitement consiste en un traitement palliatif d'urgence qui s'appelle le Rashkind. Le Rashkind est une atrioseptotomie qui va se faire avant la chirurgie quand le mixing entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche devient impossible, ou bien quand le foramen ovale ou la communication interauriculaire sont trop petits pour permettre ce mixing. Donc le Rashkind va permettre de faire une atrioseptotomie et d'élargir la communication entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche. Le switch artériel est le traitement chirurgical de mise dans une transposition des gros vaisseaux. Il doit se faire idéalement en période néonatale et il consiste à repositionner les artères pulmonaires et aortiques en place, c'est-à-dire artère pulmonaire naissant du VD et aorte qui sort de son VG. Les prostaglandines est un traitement en intraveineux qui est administré aux nouveau-nés afin de permettre que leur canal artériel soit maintenu ouvert. Cette transposition des gros vaisseaux n'est pas viable si on n'a pas un mixing correct entre le sang artériel et le sang veineux. Ce mixing peut se faire par le biais de soit la communication interauriculaire, soit le canal artériel,
soit une CIV. Parfois, on a l'association de ces trois éléments. Ici est une radiographie du thorax qui nous montre donc un cœur en coquille d'œuf avec une hypervascularisation pulmonaire. Là, c'est juste pour vous montrer les trois niveaux de mixine, soit la CIA, le canal artériel et la CIV qu'on voit sur le premier schéma. La deuxième urgence en période néonatale en cardiopathie congénitale cyanogène est l'hypoplasie du VG. C'est une pathologie qui est certes rare, mais grevée d'une mortalité très importante qui avoisine 95% sans traitement au premier mois de vie déjà. Au Maroc, nous avons jusque-là 100% de mortalité. C'est une association de atrésie mitrale ou sténose mitrale sévère, d'hypoplasie du ventricule gauche, d'hypoplasie ou d'atrésie de l'aorte et de l'arc aortique. C'est une cardiopathie qui n'est pas viable si on n'a pas un mixing correct. Et même avec ce mixing correct, la cardiopathie est rapidement décompensée. Le mixing va se faire grâce au canal artériel et au foramen ovale perméable. Dans cette cardiopathie, le ventricule gauche ne fonctionne pas et toute la fonctionnalité cardiaque va être assurée par le ventricule droit, qui va en même temps assurer la circulation pulmonaire et la circulation systémique via le canal artériel. L'arc aortique est hypoplasique. Les vaisseaux crâniens et les artères coronaires seront perfusés d'une manière rétrograde via l'artère pulmonaire à travers le canal artériel. Le but du traitement préopératoire est de maintenir l'équilibre entre le débit pulmonaire et le débit systémique afin, d'une part, d'assurer un transport adéquat d'oxygène sans surcharger le cœur. Ici est un schéma qui illustre donc cette hypoplasie du VG avec un ventricule droit et une artère pulmonaire qui sont bien développés, mais un ventricule gauche qui est tout petit, il est croupiant, la valve mitrale on ne la voit pas, elle est atrétique, et regardez comment l'arc aortique est très grêle. Il peut atteindre 2 à 3 mm, c'est-à-dire le diamètre du canal artériel. C'est une manifestation néonatale où le nouveau-né, dès les premières heures de vie, est critique. Il est cyanosé, tachycarde et tachypnéique. Les pouls périphériques ici sont faibles en totalité, avec des extrémités en vasoconstriction qui sont caractéristiques. Ici, nous avons des signes d'insuffisance cardiaque qui surviennent rapidement avec une hépatomégalie, un bruit de galop. Et à la radiothorax, nous observons une hypervascularisation pulmonaire. L'échographie va permettre de poser le diagnostic facilement. L'évolution est caractérisée par l'apparition d'une acidose métabolique qui va donc altérer la pompe cardiaque et être responsable d'une insuffisance cardiaque, d'un effondrement du débit et d'un état de choc. Le décès va s'observer dans un contexte d'hypoxémie et d'acidose quand il n'y a pas de chirurgie. Et le pronostic est très mauvais d'une façon générale. Plusieurs centres spécialisés, bien développés, ne font pas les interventions chirurgicales pour les hypo-VG et proposent même l'interruption thérapeutique de la grossesse. Ceci est une échographie d'un arc aortique qui est hypoplasique. L'intervention chirurgicale s'appelle le Norwood. C'est tout simplement la création d'une nouvelle aorte et d'une anastomose systémico-pulmonaire. Cette intervention doit se faire
durant la première semaine de vie, sinon c'est le décès qui survient. Et elle consiste tout simplement à rendre la circulation coronarienne et systémique indépendante du canal, puisque c'est le canal qui perfuse jusque-là, en enlevant l'obstruction au niveau de l'aorte et de l'arc aortique. Donc, ceci est l'illustration de l'intervention Norwood où on élargit l'arc aortique hypoplasique, on crée une nouvelle aorte, ce qu'on appelle une néo-aorte, et on crée une anastomose entre l'artère pulmonaire et l'aorte. Ça s'appelle le Blalock shunt. La tétralogie de Fallot est la troisième manifestation des cardiopathies congénitales bien connues. Anatomiquement, elle associe une communication interventriculaire, une sténose pulmonaire, qu'elle soit invindibulaire, valvulaire ou des branches, une aorte à cheval, dite dextroposée, et une hypertrophie ventriculaire droite. Cette tétralogie de Fallot observera une égalité des pressions entre les ventricules droit et gauche à cause de la sténose pulmonaire qui va faire augmenter la pression dans l'artère pulmonaire et dans le ventricule droit. Ceci va être donc responsable d'une égalité des pressions, voire d'une pression supra-systémique qui va être responsable de shunt droite-gauche, puisque la pression dans l'artère pulmonaire va dépasser la pression dans l'aorte, qui va se traduire par un shunt droite-gauche et par l'apparition de la cyanose. La cyanose est également expliquée par la diminution du débit pulmonaire, et cette cyanose est d'autant plus sévère que la sténose pulmonaire est sévère. Cliniquement, la cyanose va s'observer d'une façon précoce, selon l'importance encore une fois de la sténose pulmonaire. Elle peut s'observer même à l'âge néonatal et aux alentours en général de 3-6 mois. À l'auscultation, on va trouver un souffle systolique 3/4/6e au bord gauche avec un B2 qui est diminué. La radiographie du thorax va nous montrer un cœur en sabot avec un arc moyen creux et une pointe surélevée. La vascularisation pulmonaire est diminuée vu l'hypoperfusion de l'artère pulmonaire. Donc ici, c'est un schéma qui vous montre bien l'existence d'une communication interventriculaire, d'une sténose pulmonaire, d'une aorte à cheval et d'une hypertrophie du ventricule droit. Ceci est une radiographie du thorax vous montrant le cœur en sabot avec la pointe surélevée, diaphragmatique, avec une hypovascularisation pulmonaire. L'échographie confirmera le diagnostic en montrant les 4 éléments de la tétralogie de Fallot. Et l'évolution, elle va se faire vers l'aggravation de la cyanose avec le problème de malaise anoxique dont on a parlé tout à l'heure et d'accidents neurologiques. Donc, si l'enfant commence à faire des malaises, des accidents neurologiques, il faut absolument l'opérer en toute urgence. Le traitement est chirurgical. Si le bébé est très petit, il est de faible poids de naissance ou un faible poids, et que la structure de cardiologie vasculaire ne permet pas de l'opérer, on peut être amené à faire ce qu'on appelle un Blalock shunt, une intervention palliative en assurant une anastomose systémico-pulmonaire. Bien sûr, cet enfant doit être très cyanotique avec des malaises et donc il doit être vraiment en hypoxie sévère pour faire cette intervention palliative. Sinon, l'intervention réparatrice, en fermant les shunts, le shunt donc de la CIV,
en élargissant l'artère pulmonaire ou en levant l'obstacle et l'intervention réparatrice de la tétralogie de Fallot. C'est un schéma qui illustre le Blalock shunt, l'anastomose systémico-pulmonaire. Alors ici, comme c'est une cardiopathie cyanogène, la prophylaxie contre l'endocardite infectieuse est bien entendu recommandée. Donc après la tétralogie de Fallot, après donc la transposition des gros vaisseaux, l'hypo-VG, la tétralogie de Fallot, nous allons parler de deux pathologies, atrésie tricuspide et l'atrésie pulmonaire, qui sont deux pathologies responsables d'hypoperfusion pulmonaire. Tout d'abord l'atrésie tricuspide, où nous avons une membrane entre l'oreillette droite et le ventricule droit qui va empêcher la circulation du sang de l'oreillette droite vers le ventricule droit et par conséquent vers l'artère pulmonaire. Cette cardiopathie cyanogène n'est pas viable si nous n'avons pas un bon mixine là aussi. Ce mixine va se faire via le canal artériel, via une communication interventriculaire quand elle existe, ou bien via la CIA. Très souvent en période néonatale, on est amené à faire un Rashkin, une atrioseptotomie, pour élargir la CIA et permettre un mixine correct. L'intervention chirurgicale est seulement palliative parce que c'est un cœur univentriculaire et nous avons donc, on peut faire donc une dérivation cavo-pulmonaire, par la suite infantant. Donc c'est une cardiopathie qui est responsable d'hypoperfusion pulmonaire et si on ne perfuse pas les poumons, cette cardiopathie n'est pas viable. Ensuite, à côté de cela, nous avons une autre cardiopathie responsable d'hypoperfusion pulmonaire, c'est l'atrésie pulmonaire. Dans cette atrésie pulmonaire, nous avons une membrane qui empêche le sang d'aller du ventricule droit pompé vers l'artère pulmonaire. Donc, l'artère pulmonaire est hypoperfusée. Là aussi, dans cette cardiopathie, le canal artériel permet de perfuser l'artère pulmonaire. La CIV est très souvent présente dans ce type de cardiopathie. Nous avons plusieurs classifications dans l'atrésie pulmonaire. Nous n'allons pas rentrer dans les détails. Donc, je vous rappelle ici, la perfusion pulmonaire peut se faire grâce au canal artériel ou bien grâce au collatéral aortopulmonaire qui se forme. Donc ce sont deux cardiopathies qui sont cyanogènes et qui sont la conséquence d'hypoperfusion pulmonaire. En général, ce n'est pas un traitement curatif, c'est seulement un traitement palliatif. Passons maintenant aux cardiopathies par obstacle droit ou gauche et parlons de la sténose de la voie pulmonaire. Cette sténose de la voie pulmonaire va se voir à tous les niveaux, valvulaire, sous-valvulaire, infundibulaire, mais souvent l'obstacle est valvulaire. Le diagnostic va être évoqué à l'auscultation où on observera un souffle systolique 3, 4, 6e, siégeant au foyer pulmonaire et irradiant vers l'espace interscapulo-vertébral. Le deuxième bruit du cœur est diminué. La radiographie du thorax va montrer donc une vascularisation pulmonaire diminuée et l'échographie cardiaque va permettre de poser le diagnostic avec certitude. Elle va localiser la sténose et elle va évaluer le degré de cette sténose pulmonaire. L'évolution se fera vers l'insuffisance cardiaque, mais c'est une évolution qui est quand même lente. Et puis, l'intervention se fera soit et de préférence par cathétérisme cardiaque, ou bien quand on ne le peut pas, par chirurgie, en levant l'obstacle entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Cet obstacle se traduit échographiquement par un gradient qu'on appelle VDAP
et que dès que ce gradient dépasse 50 mm de mercure, c'est une indication à la levée d'obstacles entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Sinon, l'enfant va se compliquer, il va peut-être faire des malaises anoxiques et il va devenir très bleu. Deuxième pathologie avec obstacle du cœur, cette fois c'est l'obstacle sur le cœur gauche, c'est la coarctation de l'aorte. La coarctation de l'aorte, c'est la sténose de l'isthme de l'aorte qui s'observe dans la partie initiale de l'aorte descendante, comme vous le voyez sur le schéma. C'est une pathologie qui s'observe dès la période néonatale, surtout quand ce rétrécissement est serré. Et donc chez le nouveau-né, pendant les premières semaines de vie, il peut se révéler par une insuffisance cardiaque. Je rappelle, surtout quand l'obstacle est très serré. Et cliniquement, il peut être évoqué par la contradiction entre la pulsatilité humérale qui est présente et l'absence ou la faible pulsatilité des poux fémoraux. La coarctation chez l'enfant peut se voir à cet âge aussi, et là aussi, à la palpation des poux, les artères fémorales sont peu battantes, voire non perceptibles. Nous observons donc une hypertension artérielle pulmonaire au membre supérieur, contrastant avec une tension artérielle normale diminuée au membre inférieur. C'est l'échographie cardiaque qui permet de poser le diagnostic en visualisant la coarctation et son gradient, et l'évolution et les grevets de complications qui sont liées à l'hypertension artérielle pulmonaire, à savoir les AVC. Le traitement peut se faire soit par cathétérisme, par voie percutanée, ou bien par chirurgie en réséquant la zone rétrécie de l'isthme. Ça s'appelle l'intervention de Crawford. En général, le pronostic, il est très bon. Donc ici, pour vous montrer le canal artériel qui permet la communication entre l'artère pulmonaire et l'aorte. Et c'est, selon des études, cette fermeture de ce canal artériel qui va engendrer la coarctation de l'aorte. Ici, c'est un schéma qui vous illustre les différentes formes de coarctation de l'aorte et qui donc stipule que pour faire le dépistage de cette cardiopathie congénitale, il est important de prendre la saturation dans le membre supérieur droit, à savoir la main droite, et dans n'importe quel membre inférieur, qu'il soit gauche ou droite. Une différence de saturation va nous permettre de suspecter fortement le diagnostic de coarctation de l'aorte. Ici, c'est une angiographie qui nous montre donc l'obstacle serré qui montre donc la coarctation de l'aorte sur l'aorte descendante. Maintenant, nous parlerons donc du rétrécissement aortique congénital, qui est un obstacle sur la voie aortique également. Ce rétrécissement, il est souvent orificiel ou sous-orificiel, révélé par un souffle mésosystolique. Il est maximum au foyer aortique. À l'ECG, nous allons observer une hypertrophie ventriculaire gauche et l'échographie Doppler va permettre de poser le diagnostic avec précision et également d'apprécier la sévérité de cette sténose. L'évolution dans les formes sévères se fera vers l'insuffisance cardiaque et par le risque de mort subite par hypoperfusion des coronaires. Donc nous avons fini avec les principales cardiopathies congénitales importantes à connaître et nous allons parler un petit peu de la démarche diagnostique devant les cardiopathies congénitales. Nous avons donc l'anamnèse qui doit être précise et qui doit s'acharner à relever les facteurs de risque chez l'enfant en voyant certains facteurs de risque chez la maman, par exemple pour voir si la maman
a pris des médicaments, si elle avait des pathologies comme le diabète. La prééclampsie est aussi un facteur de risque pour faire des cardiopathies congénitales. Est-ce que l'enfant est issu d'une grossesse gémellaire? Est-ce qu'il avait un retard de croissance intra-utérin? Est-ce qu'il était prématuré? Donc tous ces facteurs sont favorables au risque d'occurrence des cardiopathies congénitales. Et puis cliniquement, bien sûr, on va voir si l'enfant est cyanosé ou pas. On va apprécier les pouls périphériques. Est-ce qu'il y a une différence de pulsatilité? Est-ce qu'il y a une augmentation de pulsatilité? On va apprécier le souffle, son irradiation, son intensité. On va apprécier le deuxième bruit du cœur, d'accord? Puis on peut s'aider d'une radiographie du thorax quand l'échographie n'est pas sur place. La radiographie est souvent dans tous les centres hospitaliers. Donc cette radiographie, elle peut quand même nous orienter vers certaines cardiopathies congénitales en appréciant la silhouette cardiaque, en appréciant également la vascularisation pulmonaire. L'ECG est très peu pratiqué actuellement dans les cardiopathies congénitales, sauf en préopératoire et dans certaines cardiopathies comme les cardiomyopathies obstructives. L'écho-cœur est l'excellent outil diagnostique. C'est un outil qui est facile, un examen qui est non invasif, qui est généralement très bien accepté et qui permet de faire tout le diagnostic de toutes les cardiopathies congénitales. Bien sûr, le cathétérisme nous aide aussi au diagnostic et il peut aussi être d'un apport thérapeutique. Puis il y a l'IRM cardiaque qui est de plus en plus utilisé dans le diagnostic des cardiopathies congénitales. Voilà, ensuite ces photos pour vous montrer comment il faut être vraiment très cliniquement très fin en observant et en inspectant les enfants. Certains enfants, rien qu'à l'inspection, on peut poser des diagnostics génétiques et en ayant des diagnostics génétiques suspectés des cardiopathies congénitales, les adresser dans un centre cardiologique pédiatrique qui va permettre de poser le diagnostic. Donc nous avons plusieurs patterns génétiques. Nous avons des syndromes de Noonan, nous avons le syndrome de Di-George, le syndrome de Léopard, le syndrome de Turner, le Kabuki syndrome, le Smith-Magenis, le Mouat-Wilson, le Marfan, le Down syndrome, le Treacher-Collins, le Cornelia de Lange, le Williams. Donc tous ces enfants représentent des cardiopathies diverses et je vous invite donc à avoir un esprit d'inspection très développé et je vous remercie.